Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Bonjour mon commandant, j'ai le respect du grade, ne m'en voulez pas, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, comme quelqu'un Après de mon toutes ces âge. années Ouais. de dur labeur? Je pense que ces années m'ont permis peut-être de tenir physiquement et Bien puis sûr. d'abord de m'entretenir. Et vous avez la ligne, Voilà, pour essayer d'avoir une belle ligne, hein? une ligne qui soit à l'image de ce que j'ai pu représenter. Super. Alors, je suis né au hasard d'une affectation de mon père, qui était D'accord. gendarme, D'accord. avant d'être officier, à Béziers, dans l'Hérault. D'accord. Vos formations écolières? Alors, c'est assez compliqué, mes formations écolières, parce que j'ai commencé à faire, comme tout le monde, une sixième. Ensuite, j'ai voulu aller aux enfants de troupe, D'accord. parce que j'avais l'image de mon père qui avait été enfant de troupe, D'accord. et je voulais faire comme lui. On veut toujours souvent faire comme son père. Bien sûr. Et mon père, ce héros. Bien sûr. La formule est belle, mais je pense qu'elle est vraie. Et je suis donc allé à Autun. Donc j'ai fait 2 années à l'école d'Autun, où d'ailleurs donc mon père avait été, et où mon petit-fils est actuellement pour préparer Saint-Cyr. Ensuite, j'ai fait un cursus scolaire traditionnel, parce que j'ai quitté l'école d'Autun. Mes parents revenant sur le continent, mon père avait été affecté en Corse, mes parents voulaient m'avoir auprès d'eux, et après 2 années d'internat à Autun, je suis revenu à Pithiviers, au lycée de Pithiviers, où je suis resté jusqu'en première. Mon père a été muté à Paris, et je me suis retrouvé en terminale au lycée de la Porte de Vanves. Et puis, comme j'ai raté mon bac de terminale, bac à l'époque on appelait ça Matélem, bac S, je me suis engagé. Voilà. Alors après, ça ne sera qu'un cursus d'école militaire pour préparer le NIA, pour préparer Les différentes étapes. les différentes étapes qui me conduiraient à être ce que je voulais, c'est-à-dire qu'au moment où je me suis engagé, et ce que j'avais demandé à l'officier orienteur, quel cursus il fallait que je fasse pour rejoindre, non pas Saint-Cyr, puisque je n'avais pas préparé ce qu'on appelle la grande porte, mais le NIA, la petite porte pour être officier, d'où je sortirai en 1969. Vos formations professionnelles après, dans la foulée? Oui. Alors, bien évidemment, quand on sort de Saint-Cyr, ou de l'ENIA, de Coët-Quidan, Saint-Cyr-Coët-Quidan, on fait un choix, ce qu'on appelle un choix d'armes. À l'époque, on ne pouvait pas prendre directement la gendarmerie. On m'avait conseillé de prendre une arme technique, et moi j'avais déjà l'esprit bricoleur. Je m'étais dit, bon, mais je vais prendre les transmissions, ça me permettra de préparer le concours pour la gendarmerie. Bien sûr. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait d'abord, à l'époque, l'école des transmissions était à Montargis, sous-lieutenant à l'école de Montargis. Puis après, il fallait faire ce qu'on appelle les corps de troupes. Donc je me suis retrouvé au 41e RT, régiment de transmission à Évreux, 1 an, où j'étais commandant de compagnie d'instruction, ce qui était
important, parce Ouais. que mais ça me plaisait, parce que c'était Bien la sûr. formation de jeunes appelés. Bien sûr. C'est là que j'ai découvert tout le poids et l'intérêt qu'avait le service national, qui pour beaucoup apparaissait un peu comme une corvée, mais qui était vraiment un ciment pour la jeunesse, et qui les structurait. Les gamins que j'avais quand ils arrivaient, au bout de 4 mois de ce qu'on appelait la FETA, la formation de base militaire, c'était plus les mêmes. C'était des garçons qui avaient changé et qui s'étaient structurés. La maturité des hommes, moi je le dis parce que j'ai beaucoup encadré de jeunes, j'ai été chef de troupe, Bien sûr, bien sûr. j'ai fait du scoutisme. Donc la jeunesse, je connais bien, j'ai eu une école j'ai encadré une salle de judo, Oui, j'ai vu. donc j'ai fait pas mal de formations, et je sais que les garçons ont une maturité plus tard que les filles, et ils ont besoin de repères, de référents. Ouais, bien sûr. Et l'armée, c'était une très très bonne école. C'était super. Et je regrette qu'on l'ait supprimée sans la remplacer par quelque chose. D'accord. Voilà. Donc pour en revenir à moi, après le 41e RT, où j'ai passé pendant cette année, j'ai passé le concours pour la gendarmerie, j'ai intégré Melun, et en 1971, et en 1972, je suis sorti lieutenant de l'école de Melun. Sous-lieutenant, parce qu'à l'école, à l'époque, on ne sortait pas lieutenant aussi vite que maintenant. D'accord. Et je choisirais Saint-Denis, qui était un escadron de gendarmerie mobile, qui était donc dans la périphérie de Paris, où j'ai été lieutenant d'un escadron de gendarmerie mobile pendant 1 an. Et du fait que je sortais des écoles, on avait demandé des volontaires pour être instructeurs commando dans le premier centre qui a été mis en place pour faire ce qu'on appelait la formation commando au sein des escadrons de gendarmerie mobile, pour avoir des gens un peu plus entraînés face au maintien de l'ordre qui était très dur. Ouais, bien sûr. Et j'étais instructeur, et c'est là où c'est révélé un petit peu pour l'officier qui comptera pour moi ensuite, qui était le colonel Beau, à l'époque capitaine, qui était chargé du centre d'instruction. Cette formation commando m'amènera à prendre des initiatives dans cette formation autour de la prise d'otage, qui était quelque chose qui m'avait les forcenés, et qui m'avait marqué, du fait que pendant la première année où je me suis retrouvé jeune sous-lieutenant en gendarmerie mobile, s'est déroulée la prise d'otage en septembre 72, la prise d'otage de Munich. Oui, je vais vous en parler après. Où les Allemands ont eu cet échec. D'accord. Est-ce que vous avez fait votre service militaire, bien sûr? Alors, bien évidemment, on était tous tenus de faire un service national. Bien sûr. Mais à partir du moment où moi je me suis engagé, Ouais. voilà, donc, c'est-à-dire pour devenir militaire professionnel, bien sûr. Le temps du service national est compris dans la période d'engagement. Donc je me suis engagé le 24 août 1969. D'accord. 1964. D'accord. Voilà. Mon année. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai pu faire mon service national en même temps. Que... C'est noyé quelque part. Voilà, c'est noyé, puisque en fait, contrairement comment dirais-je, aux engagés, aux appelés, en tant qu'engagé, moi je préparais une école qui a été importante pour moi, qui s'appelle toujours d'ailleurs Saint-Mexan. Oui, bien sûr. Qui était l'école nationale des sous-officiers d'active, qui était un tronc commun pour toutes les armes. D'accord. Si vous voulez, que vous souhaitiez être fantassin, génie et tout, tous là. On passait tous par cette école. Et je fais partie, du fait de mon grand âge, des premières promotions de cette école nationale des sous-officiers d'active, la 8e promotion. On doit être maintenant à 400 promotions, je ne sais pas combien. D'accord. Le temps passe. Bien sûr. Alors, pour être ce grand monsieur que vous êtes devenu du GIGN, quelle a été vos formations sportives?
Oui. à la base? Alors, le sport compte énormément, simplement par rapport à l'aisance qu'il peut vous apporter dans ce que vous devez faire. Bien sûr. Pour résumer, être très court, puisque vous reliez ça au GIGN, j'ai toujours considéré que faire le métier des armes, c'était un métier où on devait avoir s'engager physiquement et avoir une résistance. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un peu la formule, le militaire en général, il faut qu'il soit sportif déjà. Oui, voilà, il faut... Donc vous, en plus, le GIGN, ça a demandé encore plus, bien sûr. Oui, mais sauf que comme le GIGN n'existait pas et que j'ai tout inventé... Vous l'avez créé après, bien sûr. Mais c'était une bonne vision des choses. Oui, parce que simplement, je considère que faire une mission, accomplir une mission, si vous avez la préoccupation du physique, parce que vous devez... au départ, c'était pas forcément comme ça, mais bien sûr. Entre vous et l'objectif, bien sûr. Parlons pas d'ennemis et tout ça, c'est des raisonnements qui sont plus pour la culture cinématographique que pour la réalité. Vous avez un objectif à remplir. Entre vous et l'objectif, il y a de la distance. Bien sûr. Il y a des obstacles. Bien sûr. Qui n'ont rien à voir avec le plus important, c'est-à-dire résoudre le problème pour lequel vous devez vous rendre. Si entre-temps vous êtes essoufflé, fatigué, ou parce que le temps a joué, vous avez eu sommeil, vous êtes fatigué, stressé, physiquement stressé, vous n'avez pas la meilleure performance pour accomplir ce qui est le plus important pour vous, c'est-à-dire votre mission. Donc la base physique, c'est ce qui vous permet d'être le plus efficace au moment de ce pourquoi vous avez été préparé, c'est-à-dire l'intervention. Et vous, donc, vous avez fait quel sport? Alors moi, j'étais surtout un judoka, voilà. Mais j'étais un peu éclectique, j'ai fait beaucoup de résistance, c'est-à-dire je suis un coureur de fond, fond et demi-fond. Voilà, j'ai fait un peu de natation, mais j'étais pas très bon, mais j'en ai fait. Mais en fait, j'ai touché un peu à tout. Oui. Voilà. Une sorte de parcours du combattant. Voilà. Après, j'ai fait du ski, j'ai fait de... Voilà, plein de choses. Actuellement, même à mon grand âge, je fais du funboard. Ah ouais? Ouais, toujours. Ah, c'est bien ça. J'ai fait ma dernière sortie par 20 nœuds de vent, ce qui fait à peu près 50-60 km/h sur l'eau. Ouais, c'est bien. Voilà, donc... histoire d'être toujours, puis toujours pouvoir me regarder dans une glace sans avoir honte de moi. Ah, mais on voit, vous avez gardé la ligne. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment se forme le GIGN et quand? Oui, voilà. C'est une bonne question. Alors, quand a eu lieu la prise d'otage de Munich, tout de suite, j'ai cette propension à voir quand j'ai un problème, ce qui ne va pas. Si j'ai analysé une situation, tout de suite, je vois ce qui ne va pas. Oui, ça revient à chaque mission que vous avez eue. Cette phrase, elle vient là en direct, et c'est vrai que vous la répétez souvent, c'est très bien. Alors, c'était un avantage pour moi, parce que ça évite de se disperser tout de suite, corriger ce qui ne va pas. Ce qui fait que quand j'ai vu les premières images de Munich, en ayant déjà cette formation militaire, en ayant cet attachement au fait que techniquement, il faut être précis pour pouvoir être sûr d'être efficace, j'ai vu que l'opération montée par les Allemands, c'était un peu, pour ne pas dire beaucoup, n'importe quoi. En particulier dans l'organisation du tir, puisqu'ils avaient décidé d'éliminer les preneurs d'otages, et que l'organisation des tireurs d'élite, entre guillemets, c'était n'importe quoi, à la fois sur leur formation et sur la manière dont avait été organisée l'opération. Vous m'avez devancé, puisque la question suivante, c'était Munich 5-9-72, quels sont les faits? Voilà, j'y viens. Alors, les faits, c'est... en gros, bien sûr. Oui, on va essayer d'être court. C'est ce qu'on a appelé, ça a été les prémices de la communication, du terrorisme communicant. C'est ça, voilà. C'est ça. Ou, si on ne veut pas employer le mot terroriste, parce qu'on est toujours le terroriste de quelqu'un, bien sûr. L'activisme politique à travers l'image. Ça a commencé avec les Jeux Olympiques de Mexico, où le Black Power voulait faire parler de lui, et où les athlètes américains qui étaient arrivés premiers ont levé un poing ganté. Voilà.
Et on s'est rendu compte tout de suite de la force de l'image. Or, les Jeux Olympiques drainent le plus grand nombre de téléspectateurs avec la Coupe du Monde de football. Bien sûr. Et ce qui fait que faire un événement, pas forcément un événement violent, ouais. mais un événement qui marque les esprits à un moment où tout le monde est derrière ce qui est devenu le lieu de rencontre de toutes les familles à 20h, c'est-à-dire un écran de télévision, bien sûr. fait que vous ne payez pas de campagne de publicité, oui. et vous avez tout de suite l'image de ce que vous êtes, ouais. et le nom que vous représentez bien est sûr. tout de suite retenu par tout le monde. Bien on sûr. sait que c'est vous. Ouais. Alors les actions qui ont été faites avant Munich ont été des actions qui étaient faites pour fixer l'opinion. C'était les détournements d'avions. Jusqu'en 69, il y avait à peu près 30 à 40 détournements d'avions par an. Oh là là. On l'oublie. Plus personne ne le sait. Donc, toujours pareil, fixer l'attention sur un phénomène politique à travers l'image et à travers l'information. Donc, utiliser le relais média comme étant un relais de propagande. Et faire connaître sa cause. Bien sûr. Et le FPLP, alors que personne ne se préoccupait des Palestiniens ou était intéressé par la cause palestinienne, le FPLP a essayé avec les détournements d'avions et s'est rendu compte que les détournements d'avions... alors, ils ont fait entre-temps des actions violentes, mais qui... des bombes, mais qui donnent une attention, j'allais dire, pratiquement le temps où on entend l'explosion. D'accord. Après, la tension retombe. Or, si vous faites une prise d'otage, la tension monte. Et tant que la prise d'otage dure et qu'il y a la pression sur la vie des otages, eh bien, vous retenez la tension. Oui, bien sûr. Et cette tactique médiatique, et contre laquelle on n'avait rien, puisque au bout du compte, les États n'avaient pas les moyens d'intervenir, ça retenait l'attention. D'accord. La prise d'otage était un moyen d'expression qui permettait de retenir l'attention plus longtemps. D'accord. Le temps de la prise d'otage. D'accord. Et du coup, le FPLP s'est dit quel est le meilleur endroit pour faire une opération qui va faire parler de nous. Et là, ils se sont dit, ce sont les Jeux Olympiques. Et ils ont monté l'opération de Munich. Et pour ne pas dire qu'ils s'attaquaient à des innocents, ils s'attaquaient à l'État d'Israël, qu'ils considéraient comme un État qui les avait spoliés de leur terre. Oui, ça continue un peu quelque part, mais... Oui, ça continue carrément. Voilà. Le problème, c'est qu'on y prête moins attention, parce qu'on a tellement déséquilibré le Moyen-Orient qu'on a ce que l'on mérite actuellement en matière de déstabilisation de pays qui étaient fragiles. D'accord. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que l'affaire Craven? En gros, comme d'habitude. L'affaire Craven, c'est un loupé magistral, c'est-à-dire c'est une femme qui avait, comme souvent d'ailleurs dans les prises d'otages et tout, il y a des problèmes, ce qu'on appelle les tendances suicidaires, qui amènent les gens à faire des actions qui paraissent, pour quelqu'un, j'allais dire, de normal, qui paraissent incroyables, surréalistes. Et la femme de Craven, qui était un grand producteur, de cinéma, avait des troubles psychologiques, et elle a fait une prise d'otage dans un avion. D'accord. Et une caravelle, je crois me souvenir. Ouais, je sais pas. Malheureusement pour elle,
parce que ça devait être en juillet, il me semble, 72. Oui, c'est ça, ouais. De mémoire. Il n'existait pas encore le GIGN. D'accord. Et Nguyen Van Lok avait une vision de l'intervention plutôt américaine. Je tire d'abord et je discute après. Et vous étiez l'homme de l'inverse, justement. Vous avez oui, toujours réfléchi après. On avait au demeurant rien à voir. Non, mais il se trouve qu'il était un peu le chouchou de Gaston Defferre. Il a été le premier, effectivement, à faire une unité un peu commando police. Police, voilà. Mais en fait, la réflexion tactique se limitait à je tire. Ce qui a été le cas dans les 2 ou 3 interventions qu'il a faites. Malheureusement, ça s'est terminé par des morts. À chaque fois. À chaque fois. Et il a tiré sur une femme qui aurait pu être arrêtée sans... C'est ce que d'ailleurs le mari a dit à plusieurs reprises. C'était l'antithèse de votre personnage. De ce que je pensais que nous devions faire en tant que représentants de l'autorité. Bon. Voilà.